J'étais bouboule, mais bon, on se posait pas la question, les médecins n'étaient pas inquiets. Et c'est vraiment à partir de mes 10 ans que là, boum, grosse prise de poids. Parce que t'es montée jusqu'à quel poids ? 150 kilos. À quel âge ? À 14 ans. Donc c'était très compliqué cette période. Vraiment, on m'a diagnostiqué d'un TDAH. Moi, j'ai un souvenir de harcèlement hardcore que j'ai vécu. C'est qu'un jour, je devais partir en colo de vacances avec tous mes copains de l'école. Et elle m'a dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi sur Facebook, qui insulte tout le monde. C'est quelqu'un de ta classe ? C'était un... Énorme. Mais moi, je me souviens, quand j'allais au boom à l'époque de mes potes, j'étais le gage, quoi. Va faire un slow avec Kim, c'était un gage. Donc c'est dur, quoi, de grandir comme ça. Et je me souviens que ma mère a découvert que je me... Et là, elle a compris que c'était très grave, elle a tiré un peu la sonnette d'alarme. T'es tellement dans une détresse psychologique qu'il n'y a aucune issue et que tu imagines même pas que tu puisses être heureuse un jour. Et ça, c'est dingue de se dire que j'ai été dans cette situation à un moment dans ma vie. Salut à tous et bienvenue dans Sous les apparences, le podcast qui met en lumière l'invisible derrière chaque parcours de nos invités. Avant de commencer, on vous propose, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube ou alors au podcast, parce que déjà, c'est grâce à vous si cette émission existe. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée iconique qui est créatrice de contenu podcasteuse. Elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux pour déstigmatiser la santé mentale. Derrière son image rayonnante sur les réseaux sociaux, le parcours de Kim est bien plus complexe et plus profond qu'il n'y paraît. Dès son plus jeune âge, Kim a été confrontée à des défis majeurs: harcèlement scolaire, troubles du comportement alimentaire, dépression, TDAH et bien d'autres épreuves. On va en parler. Pourtant, elle a trouvé en elle une force pour se relever, de transformer sa douleur en résilience et de partager son histoire pour briser les tabous autour de la santé mentale. Mais alors, qui est vraiment Kim derrière les apparences ? Comment a-t-elle surmonté tous ces obstacles ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Kim, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformée pour t'amener à qui tu es aujourd'hui ? Alors déjà, waouh, quelle présentation, c'était ouf. J'ai adoré. Je dirais que la phase qui m'a vraiment transformée, c'est pas forcément quand j'ai quitté, parce qu'on va en revenir, mon hospitalisation, mais c'est quand je me suis séparée de mon ex. C'était une relation hyper toxique, j'avais pas confiance en moi. Pourtant, j'avais les clés intérieurement pour avoir confiance en moi, mais bref, c'était hyper compliqué. Et en fait, à partir du moment où j'ai quitté cette relation, déjà, j'ai commencé sur les réseaux. Et en plus de ça, j'ai pris confiance en moi. Mais une confiance en moi, vraiment, rien ne pouvait m'atteindre, quoi. Et ça m'a transformée. Parce qu'avant, donc, tu n'avais pas confiance en toi ? En fait, je me suis fait hospitaliser. Pour vous donner un peu chronologiquement, j'ai quitté mon ex, je crois, quand j'avais 22 ans. Et je suis sortie de ma dernière hospitalisation à mes 18 ans. Donc, de mes 18 ans à mes 22 ans, j'avais toutes les clés, en fait, pour avoir confiance en moi, parce que j'étais guérie, j'étais soignée, mais j'étais dans un trou, en fait, avec ce mec. Et du coup, je me rendais pas compte de qui j'étais, de ce que je valais, etc. Parce que forcément, en face de moi, j'avais pas quelqu'un qui me rappelait ce que je valais, etc. Je pense que dans une relation, quand quelqu'un te monte pas vers le haut, quelqu'un te hype pas, c'est très dur de prendre confiance en toi et d'avoir confiance en toi. Donc en fait, c'est à partir du moment où vraiment je me suis séparée de cette relation toxique que je me suis dit waouh, en fait, c'est ce que moi je vaux ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre confiance en moi. Ok. Et est-ce que avant même du coup donc de ce déclic là, dans quel environnement familial un peu t'as vécu justement déjà à la base des bases ? Alors moi j'ai une famille vraiment, ça va un peu dans tous les sens. J'ai mon père qui s'est mis avec ma mère et il s'est séparé de ma mère à mes 3 ans. Il faut savoir qu'avant d'être avec ma mère, il a eu 2-3 enfants il a eu 2 enfants de 3 enfants. J'ai dit ça comme c'était approximatif. Deux enfants et demi. C'est bon. Non, il a eu 2 enfants, mais de 2 autres femmes. Donc j'avais déjà 2 frères et sœurs quand je suis née. Qui n'étaient pas de ma mère, mais qui étaient que de mon père. Et j'ai après eu une petite sœur. Et en fait, on est toujours été hyper proches dans la famille. Mon père, il était très strict. Et ma mère, elle était très en mode... elle nous laissait faire, elle nous laissait un peu pas choisir, mais elle nous laissait faire un peu ce qu'on voulait. Elle avait une éducation complètement différente, donc j'ai déjà grandi en ayant un déséquilibre au niveau de l'éducation. Quand j'ai commencé à être en dépression et avoir des troubles mentaux, mon père ne comprenait pas. Pour lui, ça n'existait pas parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est invisible en fait. Et ma mère a tout de suite compris. Elle a tout de suite compris, elle m'a tout de suite encerclée, elle m'a tout de suite compris et elle a fait les démarches pour tenter de me soigner. Aujourd'hui, j'en veux pas à mon père parce que je pense que vraiment, il y a un manque d'information et il n'y a pas de mode d'emploi sur comment être parent et sur comment prendre soin de la santé mentale de son enfant. Puis il y a un écart générationnel aussi. Complètement. Enfin, c'est vraiment, il y a un écart générationnel de ouf. Donc, je lui en veux pas, mais c'est vrai que j'ai grandi déjà avec un petit déséquilibre au niveau de mon père hyper strict et ma mère pas du tout stricte. Donc, ça a été un peu compliqué en grandissant.
Aujourd'hui, je m'entends hyper bien avec mes deux parents. J'ai une relation hyper bienveillante avec eux. Ça n'a pas toujours été facile avec mon père. Ça a été très conflictuel parce qu'il ne me comprenait pas. Mais aujourd'hui, voilà, ça va mieux. Je m'entends très bien avec mes frères et sœurs. J'ai de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'on n'a pas toute cette chance de grandir dans une famille où on s'entend bien. Moi, j'ai un très bon entourage, donc je suis très contente aujourd'hui. Donc, tu es née dans une famille aimante et tu penses que ça t'a aussi aidé à prendre confiance en toi, à t'aider à évoluer, à grandir? Je pense énormément. Après, attention, mon père a toujours été très dur avec moi. Je lui en veux pas, hein, je le précise parce que je pense qu'il savait pas comment faire. Donc ça a été très conflictuel avec mon père quand même. Je me réfugiais beaucoup chez ma mère, mais oui, j'ai quand même une famille aimante. Enfin, même au niveau de mes grands-parents, de mes cousines, on est une famille très proche, on est très très soudés. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi sur ma construction et ma reconstruction. Et donc il y a ton père et il y a aussi ce que tu disais aussi dans un autre podcast, c'est que tu te sentais un peu différente durant ton enfance. Ah, complètement. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais? Bah, en fait, c'est bizarre, mais même encore aujourd'hui, je me sens différente. En fait, il y avait un moule, et moi, je rentrais pas dans ce moule. Et je comprenais pas pourquoi. Et encore aujourd'hui, je me pose des questions. Je me dis, mais c'est fou quand même. Je suis comme ça et pas comme les autres. En vrai, je fais un métier qui n'est pas commun. Enfin, je suis créatrice de contenu et mes copines d'enfance me disent, c'est fou, mais depuis que t'es petite, c'est vraiment un des seuls métiers que j'aurais imaginé pour toi. Je t'aurais jamais imaginé faire avocate. Je t'aurais jamais imaginé médecin. Je t'aurais pas imaginé avoir un chemin un peu classique, entre guillemets. Et c'est vrai que, en fait, je saurais pas expliquer pourquoi ni comment, mais j'ai compris que j'étais différente. Parce que j'avais des centres d'intérêt différents. Parce que j'étais intéressée par d'autres choses. Parce que vraiment, c'est une très bonne question et il faut que je me concentre vraiment sur la question parce que je ne sais pas comment je me suis sentie différente tout de suite. Est-ce que c'est parti justement de un des premiers traumas entre guillemets que tu as pu avoir, du fait que, par exemple, de ta prise de poids très jeune? Ouais. Est-ce que c'est un lien direct avec ça? Je pense que c'est un lien direct, mais je me sentais encore. Alors, faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de poids. C'est-à-dire que quand j'étais en maternelle, j'avais déjà 2-3 kilos en trop. Enfin, j'aime pas dire en trop, mais 2-3 kilos en plus que la moyenne. Et en fait, quand t'es jeune, 2-3 kilos, c'est beaucoup. Quand tu dois faire 22-23 kilos, c'est beaucoup. Et en fait, j'ai pris beaucoup de poids de manière très fulgurante. Et en fait, comme j'ai toujours été la petite bouboule du groupe, forcément, je me reconnaissais pas. Enfin, je me souviens que les dossards, vous savez, quand on fait du sport, ils m'allaient pas, ils étaient tout serrés, alors que les autres, ils nageaient un peu dedans. Donc, je pense que mon problème de poids, ça a été vraiment, ça a joué beaucoup au fait que je me sente pas comme les autres, quoi. Et tu penses que ça vient d'où, ça, ce problème de poids? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Je pense qu'en fait, déjà, j'étais une enfant qui très jeune avait des idées très sombres. C'est très bizarre dit comme ça, mais déjà, je pense que le déséquilibre entre mes deux parents, ça a été très choquant pour moi, la séparation. Et en fait, à l'âge de mes 10 ans, j'ai perdu ma grand-mère, qui était pour moi une figure maternelle. C'est-à-dire que il y avait ma mère travaillait beaucoup et ma grand-mère s'occupait énormément de moi. Et c'est la première fois qu'en fait, j'ai été confrontée à la mort et que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait perdre ses proches. Et en fait, après le décès de ma grand-mère, ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer de la thyroïde. Donc en fait, j'ai été plongée dans la mort directement. Ma mère, elle s'en est sortie aujourd'hui, elle va bien, elle est en très bonne santé. Mais en fait, quand t'as 10 ans et qu'on te confronte à la mort, c'est pas un truc auquel t'es censé être confronté si jeune, quoi. Et du coup, ça a été un gros choc psychologique pour moi. Et c'est là où vraiment, au début, c'était des petits kilos mignons, quoi. C'était 5, 6, 7, 8 kilos. C'était des kilos j'étais bouboule, mais bon, on se posait pas la question. Les médecins n'étaient pas inquiets. Et c'est vraiment à partir de mes 10 ans que là, boum, j'ai grosse prise de poids. Et puis, ça en est enchaîné. On m'a décelé un trouble de TDAH. Donc forcément, en fait, il y a une étude qui montre qu'il y a un pourcentage, je ne saurais pas vous dire le nombre de pourcentages exact parce que je veux pas dire de conneries, mais il y a un pourcentage d'enfants TDAH qui est obèse. C'est lié apparemment. Okay. Donc, tu nous apprends quelque chose. Je sais pas exactement okay. Le pourcentage exact, mais ça, je l'ai appris bien après, il y a pas très longtemps, en faisant des recherches. Mais c'est fou, quoi, quand même, que y a un lien. Et puis en fait après tout s'est enchaîné, ma mère qui est tombée malade, forcément malheureusement quand t'es trop gros par rapport aux autres, tu te fais harceler, donc en fait ça a été un peu un cercle vicieux qui s'arrêtait jamais. Ouais. Et le TDAH, comment il se révélait, du coup, comment tu t'en rendais compte pour que tu sois diagnostiqué, etc. Alors, comment ma mère, elle me raconte une image déjà qu'elle a de moi et ma sœur aussi ma petite sœur aussi est TDAH, donc la pauvre ma mère, elle a fait les deux filles qui étaient dans tous les sens. Aussi, ou pas du tout? Je pense non décelé, ouais. Mais je veux pas donner de diagnostic, mais je pense, dans ce que j'ai analysé, etc. Je pense que mon père, comme ma mère, ils ont je sais pas si c'est. Il y a une part de génétique un peu. Ouais, je sais pas si c'est TDAH ou si c'est juste TDA, mais en tout cas, je pense que ouais, franchement, et même ma grande sœur n'a jamais été diagnostiquée. Je pense qu'elle a aussi un TDAH. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux juste expliquer la différence entre TDA et TDAH? Alors, trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est TDAH, et trouble de l'attention simple sans hyperactivité, c'est TDA. Voilà, tout simplement.
C'est juste l'hyperactivité qui se rajoute. Mais franchement, je pense que dans ma famille, il y en a plein qui n'ont pas été décelés. Mais nous, en fait, à 10 ans, ma mère a décidé de m'emmener chez le médecin. À 10 ou 12 ans. Je ne sais plus l'exactitude de l'âge. Parce qu'en fait, donc elle a cette image, elle me raconte cette image qu'elle a en tête, c'est quand elle nous avait emmenés en vacances et qu'au bord de la piscine, il y avait un mini-club, donc elle a été rassurée. Elle voyait que 2 enfants courir au bord de la piscine en boucle, c'était moi et ma sœur. Et en fait, j'ai cette image de moi qui court autour de la piscine en boucle. Et ma mère a compris très jeune qu'on on avait une énergie qui... débordante. Et surtout, à l'école, soit je m'ennuyais, soit je ne comprenais rien, ou soit je n'arrivais pas à me concentrer, en fait. J'étais dans un état, c'est-à-dire qu'en 6e, j'avais 8 de moyenne, j'avais avertissement de travail, avertissement de conduite, mais j'arrivais pas à me concentrer, je voulais amuser la galerie. Enfin, j'étais vraiment complètement à l'ouest, et j'ai fait redoubler ma 6e, et ça m'a fait un petit choc, et ma mère m'a dit, attends, viens, on va voir un médecin, on va voir un peu de psychiatre, on va voir ce qui se passe, etc. Et on m'a fait des examens, toute une série d'examens, etc. C'est important de le préciser que pour déceler un TDAH, il faut vraiment faire des examens avec un spécialiste de ça. Donc j'ai fait des examens, et on m'a décelé un TDAH assez élevé, et on m'a donné des médicaments. Donc la Ritaline, c'est un médicament qui apaise le TDAH. Ouais, sauf que moi, ça m'a fait avoir 18 de moyenne, les félicitations, mais d'un autre côté, ça m'a créé un trouble anxieux généralisé, en fait. J'étais très anxieuse. J'étais très en colère. Genre, si j'étais concentrée sur une tâche et que quelqu'un venait me déranger, j'aurais été capable de donner un point dans la gueule de cette... Non, mais c'était vraiment, j'étais très irritable, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait si j'étais concentrée et que j'entendais pas un élève qui faisait claquer son stylo, vous savez, le bruit insupportable du stylo 4 couleurs, mais ça pouvait me rendre folle. J'étais trop nerveuse. Bon, je l'ai pris pendant 2-3 ans et après... Quoi, vous avez un passif avec le Ritaline? C'est récent. Je te voyais... Moi, je suis en plein dedans. En mode, justement, je voulais déjà rebondir sur le fait qu'en général, le TDA, TDAH ou TDAI aussi, par attention, de ce diagnostic très jeune, justement, notamment à travers les bulletins, etc., parce qu'on voit que l'élève est distrait souvent, etc. Et moi, en fait, depuis des années, justement, je fais aussi, pareil, mes tours de jardin, mes trucs un peu surex. Ouais. Mais je suis pas TDAH, je suis TDAI. Ok. Vu que je viens d'être diagnostiqué il y a même pas, quoi. TDAI, c'est quoi le I, du coup? C'est le inattention. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, parce que c'est ouf, je connaissais pas du tout. Mais c'est pas inattention. Et en gros, t'as soit inattention, soit TDAH, donc avec ou sans hyperactivité. Ou alors t'as le combiné. Donc c'est impulsivité et hyperactivité. Et en gros, moi j'ai ça et j'ai aussi été diagnostiqué d'un TAG du coup aussi. D'accord. Un trouble anxieux généralisé. Et donc je vois en testant exactement le médicament et tout que moi ça m'a fait des full anxiété. Ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Ça a été très dur moi, franchement. Et je pense que j'ai des séquelles encore aujourd'hui. Je veux rien affirmer parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas professionnelle, mais moi, j'ai retenté de prendre un médicament il y a 3 ans qui s'appelle Medikinet. C'est genre une alternative à la Ritaline. Il y a les mêmes molécules. Enfin, je ne saurais pas vous dire dans les détails. En me disant, peut-être maintenant que je suis plus grande, j'ai réglé mes problèmes de dépression, ça va aller. Non, c'était même pas il y a 3 ans, c'était il y a 1 an et demi. Enfin, il y a 1 an et demi, donc très récent. Parce que vraiment, je me rendais compte que c'était très dur pour moi de bosser sur des projets, d'avancer, etc. J'étais dans tous les sens. C'est une période où j'étais pas accompagnée. Aujourd'hui, j'ai une agence qui me représente. C'est une période où vraiment j'étais seule, où je devais gérer tous mes mails, ma facturation, ma compta, enfin bref, tout. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est insurmontable. Et j'ai pris du coup ce médicament pendant 4 mois. Et en fait, le médecin m'avait prévenu qu'on commençait avec une toute petite dose et qu'on allait augmenter. Et quand on a augmenté, ça a pas passé du tout. Et j'ai dit à mon médecin, on arrête tout de suite. Ça a pas matché du tout. C'est exactement ce qui s'est passé, moi, avec du méthylphéidate. Donc justement, je crois que c'est enfin du coup c'est considéré comme un stupéfiant. Ok. Et justement, il m'a dit aussi d'augmenter petit à petit la dose jusqu'au moment où j'ai fait la dose du coup maximale, ne ressentant pas les effets d'avant, enfin des doses d'avant. Mais j'ai passé la pire journée de ma vie. C'est horrible. On a du mal à expliquer comment on se sent. C'est bizarre. Je sais pas, mais moi c'était accélération du cœur de fou. C'était vertige, nausée. Moi, j'avais comme si j'avais une adrénaline en permanence. C'est comme si tu jouais au casino pendant toute la journée sans casino, en fait, tu vois. C'était trop bizarre la sensation. Et du coup, moi, je l'ai pris longtemps, la Ritaline, quand j'étais plus jeune, mais on voyait pas d'autre issue, en fait, tu vois. Donc, on m'a mis sous ça, et puis j'étais très mal. Et en fait, alors, on dit qu'on perd du poids sous Ritaline, j'entends, et je sais que c'est vrai. Mais moi, j'étais tellement anxieuse qu'en fait, moi, mon remède, c'était la nourriture quand j'étais anxieuse. Du coup, je mangeais énormément alors que j'avais pas faim. Des fois, je vomissais tellement je mangeais. Donc c'était très compliqué cette période où vraiment on m'a diagnostiqué d'un TDAH. C'était une période très dure.
où je me sentais pas comme les autres. Les profs étaient choqués parce que je suis passée de 9 de moyenne à presque redoubler à 18 de moyenne meilleure de la classe. Vraiment, ça a été fulgurant les résultats. C'était choquant. Ouais, c'était incroyable en fait. Vraiment, ça prouvait bien qu'en fait c'était vraiment un problème d'attention et d'hyperactivité et que en fait j'arrivais juste pas à me concentrer quoi. Et du coup voilà, j'ai pris ça jusqu'à je crois jusqu'à la 3e à peu près. Et en 3e, c'est là où vraiment j'ai vraiment fait une grosse chute et ma dépression, elle était on top of the world quoi. Je traînais une petite dépression, tu sais, j'avais la boule, le prisonnier que je traînais depuis quelques mois, quelques années même. Et puis à un moment, en fait, elle été trop lourde, elle m'empêchait d'avancer, tu vois. Donc voilà, ça a été compliqué. Franchement, c'était des mauvais souvenirs. Parce que t'es monté jusqu'à quel poids? 150 kilos. À quel âge? À 14 ans. 14 ans. Ouais, Okay. donc on imagine que 1m60, 1m55, quoi. Donc c'est beaucoup. Ouais, ça devait être surtout lourd pour toi. Ouais, en fait, j'étais essoufflée tout le temps. Enfin, c'était très, très dur. Et puis, ce qui était terrible, c'est un peu... je mets un petit trigger warning parce que ça va être un peu explicite ce que je vais raconter. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une boulimie où ils se font vomir. Moi, ma boulimie, c'est que je me scarifiais. Quand je mangeais, je m'en voulais tellement que je voulais me faire du mal à mon corps. Donc, je me scarifiais au lieu de me faire vomir. Donc, c'était assez dur. Franchement, c'était une période très, très sombre. Je souhaite à personne de vivre ça et j'insiste sur le fait que moi j'ai été suivie très rapidement, j'ai été prise en charge très rapidement. Donc si vous avez une once de doute sur le fait que vous pouvez aller mal, n'hésitez pas à vous faire suivre parce que vraiment ça change beaucoup de choses. Et c'est ça qui a créé le précurseur du coup de la dépression? Pas du tout. Ça a été cette épreuve-là ou... Je pense que c'est une accumulation de choses. Ouais, parce que tu disais que du coup que ça traînait, on va dire, depuis plusieurs mois, etc. Ouais. C'était quoi un peu justement ça? C'était le fait de déjà je commençais à être harcelée. Enfin, moi j'ai un souvenir de harcèlement hardcore que j'ai vécu, c'est qu'un jour je devais partir en colo de vacances avec tous mes copains de l'école. Et en fait, j'ai une copine qui appelle sur le portable de mon père. Alors mes amis savaient que moi et mon père c'était un peu conflictuel, donc c'est-à-dire que mes copains adoraient ma mère, mais mon père ne me se montrait pas beaucoup, quoi. C'est pas lui qui m'emmenait aux anniversaires, etc. Donc, une copine à moi appelle sur le portable de mon père et mon père, il dit, il y a quelqu'un qui veut te parler et moi, je comprends pas sur le moment ce qui se passe. Et c'est ma copine qui m'appelle et qui me dit, t'es vraiment une connasse, clairement, de mettre ça sur Facebook. Je dis, mais je suis chez mon père, j'ai pas le droit aux réseaux sociaux, je sais pas de quoi tu parles. Elle me dit, c'est pas toi, c'est vrai, t'es chez ton père. En fait, elle a appelé mon père pour s'assurer que j'étais bien chez mon père, parce qu'ils savaient, mes amis, que chez mon père, j'avais pas trop le droit aux réseaux sociaux. Et elle m'a dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi sur Facebook, qui insulte tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, la fille qui se trouvait trop mince, il allait l'insulter que de trop mince. La fille qui n'aimait pas ses dents, il allait lui dire, j'aime pas tes dents, en se faisant passer pour moi. Il a créé un compte avec mon prénom, mon nom de famille, la photo. Et du coup, en fait, les gens, au lieu de répondre en message privé, ils venaient publier sur mon mur Facebook. Donc, les trucs que j'ai reçus, mais de mes potes en plus, ça le pire. Et le lendemain, je partais en colo avec tous ces gens. Wow. Donc c'était chaud. J'ai compris tout de suite qui c'était qui avait créé ce compte. C'était quelqu'un de ta classe? C'était mon meilleur ami. Énorme. Et je me souviens lui avoir mis c'était au ski, la colo, lui avoir mis du shampoing dans ses moon boots. Pour me venger. Du coup, voilà. Et en vrai, c'est assez sympa j'étais trop fière. Et moi, du coup, il a été voir les monos, il a dit, ouais, Kim, elle a fait ça et tout. Et moi, j'ai été voir, j'ai dit, mais il a créé un compte sur moi. Et il a nié. Et il me l'a avoué 4 ans après en classe d'SVT, MDR, quand j'allais mieux. Enfin, bref, aucun rapport. Et comment t'as réagi quand il te l'a avoué? À ce moment, j'étais mort de rire, mais en fait, maintenant, j'ai la haine. Et c'est un mec que je crois souvent parce qu'on habite pas très loin l'un de l'autre. Et du coup, à chaque fois, je suis en mode, ça va. On s'est retrouvés collés on s'est retrouvés dans le même avion. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, il va se sentir très con, c'est très drôle. Mais on s'est retrouvés, je faisais un Miami-Paris, aucun rapport, et je me suis retrouvée le siège collé à lui, quoi. Où j'ai dû faire la discussion pendant 10 heures. Oh, wow. Donc, c'est vraiment improbable. En plus, c'était vraiment hors période scolaire. C'était vraiment en mars. Enfin, aucun rapport. Et bon, bref. Tu te souviens de ce commentaire? Tu te souviens du compte que t'as créé? Mais on en a jamais reparlé. Et aujourd'hui, pour moi, ça m'a forgé. Même si ça m'a fait beaucoup de mal sur le moment, c'est quelque chose qui m'a forgé. Mais je m'en souviens, quoi. C'est chaud, quoi. Puis je pense que maintenant, il est mûri aussi. Je pense qu'il doit regretter aussi. Il devait être. Ouais, puis sans le défendre. Non, attention, parce que évidemment. Mais bien juste, sûr. Je pense qu'au bout d'un moment. Oui, après, au bout d'un moment, tu grandis, quoi. Ouais. Non, je le souhaite, franchement. Ouais. Je le souhaite aussi, parce que sinon, si t'arrêtes à ça, quand même. Triste. C'est triste. C'est pas fou. Et donc là, on parlait de ta prise de poids. Et on a vu qu'après, tu t'es fait opérer. Ouais. Et après cette opération, tu as eu un peu une descente aux enfers. Complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ok, alors,
je me fais opérer d'un bypass quand j'ai 14 ans, donc à mes 150 kilos, quand je suis au max du poids. D'ailleurs, je me souviens, j'ai mangé un McDo la veille de l'opération. C'était hyper drôle. Genre avant l'opération. Non mais c'était, je sais pas pourquoi j'en parle comme ça, mais ça me fait rire d'y penser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu te fais opérer, pour perdre du poids, tu t'imagines la vie de rêve. Tu te dis, waouh, je vais perdre du poids, ça va être incroyable, je vais rien avoir à faire comme effort. En fait, pas du tout. Une opération, moi, c'est un bypass que j'ai subi. C'est mentalement très lourd, mais physiquement très lourd. En fait, tu perds beaucoup d'énergie, tu perds beaucoup de choses. Enfin, tu dois te prendre des médicaments à vie. Encore aujourd'hui, je prends des médicaments. Enfin, c'est vraiment pas facile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le début d'Instagram, donc le début des Kardashians, le début des meufs qui se montrent hyper bien foutues et tout. Et moi, je me comparais en permanence à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et ça a été très dur pour moi de me dire qu'en fait, j'allais jamais être mince comme elle. Parce que le médecin m'a dit, Kim, tu ne seras jamais mince. Tu vas perdre du poids, oui, mais tu ne seras jamais mince. Ta morphologie, tu pourras pas être mince. Donc ça a été très dur pour moi d'accepter que j'allais jamais être mince. Ça a été très dur en fait parce que t'as pas vraiment de suivi quand tu te fais opérer. Moi, j'avais mon psychiatre de base que je vois encore aujourd'hui, qui me suit depuis 10 ans, qui me suivait à l'époque, enfin non, depuis 12 ans même, parce que j'ai 26 ans aujourd'hui. Mais en fait, le fait d'avoir un psychiatre, ça m'a aidée parce que j'avais, en fait, mentalement, on se reconnaît pas dans son corps, il faut qu'on se réapproprie son corps. En fait, c'est très bizarre à expliquer comme ça parce que les gens doivent se dire, mais je comprends pas pourquoi elle est malheureuse alors qu'elle perd du poids et que c'est son objectif. Alors oui, tu perds du poids, mais ton corps change, t'as du mal à te reconnaître, tu t'arrives, il y a une grosse période de perte de poids où t'arrives pas à t'habiller parce que tu changes de taille presque tous les mois. Enfin, c'est chaud, quoi, comme opération mentalement. Et en fait, moi, quand j'ai atteint le poids, entre guillemets, de base, que j'ai arrêté de perdre du poids, quand j'étais stable, bah, c'était un poids qui était quand même encore gros pour moi. Et du coup, j'arrivais pas à accepter. Donc j'allais voir le médecin en lui disant je suis un échec. Il me dit mais vous avez perdu 50 kilos, comment vous pouvez dire que vous êtes un échec? En fait j'avais tellement de poids à perdre et j'ai pris tellement de poids jeune qu'à mes 18 ans j'ai dû me refaire opérer. On a dû me réajuster mon opération parce qu'en fait de base cette opération est interdite pour les mineurs. C'est une opération interdite pour les mineurs, mais moi quand on m'a opéré mon foie était atteint. Donc j'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'on m'a dit tu n'as pas le choix, si on t'opère pas tu peux mourir en fait. Mon pronostic vital il commençait à être engagé. Du coup j'ai pas eu le choix, on a dû m'opérer très jeune. Et quand t'opères très jeune, il y a une chance sur deux pour qu'à tes 18 ans tu doives te refaire opérer. Okay. Parce qu'à un moment la perte de poids elle s'arrête et du coup on m'a réopéré à mes 18 ans et là la perte de poids s'est repris. De 20 kilos, j'ai reperdu 20 kilos. Okay. Donc ça a été très dur mentalement, puis le regard des autres. Enfin, c'est terrible quand en fait on s'intéresse plus à toi quand tu perds du poids. Et c'est réel, hein. C'est triste, mais c'est réel, quoi. Le regard change, malheureusement. Ouais. Le regard, il change. Les gens, ils s'intéressent plus à toi, quoi. J'ai toujours eu beaucoup de potes. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais moi, je me souviens, quand j'allais au boom à l'époque de mes potes, j'étais le gage, quoi. Va faire un slow avec Kim, c'était un gage. Donc, c'est dur, quoi, de grandir comme ça. Et de rien connaître. T'entends tes copines qui parlent du mec à qui elle a embrassé la veille. Et moi, je suis là, bah non, en fait, ça peut pas m'arriver parce que je suis trop grosse pour eux. Donc, c'est très dur. Franchement, c'est très dur. J'avais un peu cette asset-là dans mon harcèlement scolaire. Ouais, je m'habillais différemment, etc. Et encore différemment, je mettais juste des polaires, pas des trucs très stylés et tout. Pareil, faut pas être avec Tanguy parce que juste t'as pas le bon style. En fait, c'est juste ça craint d'être avec lui. Ouais. C'était un peu dans ce mood-là. Alors que finalement, ça change rien à ta personnalité, mais on est tellement peu mature à cet âge-là. C'est clair. Que, on s'intéresse pas aux bonnes choses d'une personne. C'est hyper drôle ce que tu dis parce que moi, j'ai été hospitalisée. Non, pas hospitalisée. Oui, je l'ai été, mais je parle de ma scolarité. J'ai été scolarisée dans une école pendant quelques temps, juste avant de faire ma dernière dépression. Enfin, juste avant de faire ma dernière hospitalisation. C'était une école internationale, donc où tous les cours étaient en anglais et on était en uniforme. Et bizarrement, c'est là où je me suis fait le moins harceler. C'est fou, hein. Ouais, parce mais même physiquement, même au-delà des fringues et tout, on était tous au même niveau, en fait. Le poids, on le regardait même pas parce qu'on était habillés pareil. On avait un uniforme, donc c'est ouf quand même parce que tu te dis que, en fait, une paire de chaussures, un ça joue beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai que l'uniforme, c'est vrai que c'est une sorte de pied d'égalité. Ouais. C'est ça la solution. C'est peut-être là ça la solution. Non, mais on était vraiment égal, vraiment. Il y avait personne qui jugeait l'un ou l'autre. Ah, mais elle a mis un t-shirt trop moche. Ah, mais elle s'habille vulgaire. Non, il n'y avait pas de ça, en fait. Il n'y avait pas de ça. Et c'était bien, franchement. Je dis pas qu'il faut absolument remettre l'uniforme, mais je sais que moi, en tout cas, j'ai réalisé que la période où j'étais scolarisée dans cette école, c'est là où il n'y avait pas du tout de harcèlement dans l'école. Ouais, mais en tout cas, ça, c'est une vraie piste, je trouve. Ouais. C'est vrai. Hyper intéressant ce que tu dis. Et t'as eu un petit lapsus révélateur où tu as dit j'ai été hospitalisé. Ouais. Ah oui, un vrai lapsus. On était sur donc cette descente aux enfers. Ouais. Jusqu'à où t'es descendu en enfer? J'ai voulu me donner la mort, clairement.
C'est le plus. Je pense qu'il y a rien de plus bas que ça quand tu vas mal. Vraiment, songer à mettre fin à ta vie, je pense que c'est quand même un cap à passer. Il y a songer à le faire et le faire. Et moi, je l'ai fait. J'ai passé le cap. Je suis très heureuse d'être en vie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse et j'ai donné un vrai sens à ma vie. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que t'es tellement dans une détresse psychologique qu'il n'y a aucune issue et que tu imagines même pas que tu puisses être heureuse un jour. Et ça, c'est dingue de se dire que j'ai été dans cette situation à un moment dans ma vie. J'avais 14 ans à l'époque. Je venais de me faire... non, je ne m'étais pas encore fait opérer. J'étais au plus bas. Je crois que c'est 13 ans ou 14 ans. En tout cas, entre les deux. Et je me souviens que ma mère a découvert que je me scarifiais. Et là, elle a compris que c'était très grave. Elle a tiré un peu la sonnette d'alarme et elle m'a emmené voir une psychiatre avec qui ça s'était pas bien passé, mais qui m'a en tout cas fait hospitaliser. Donc, on m'a hospitalisée pendant 1 mois et j'ai très mal vécu cette hospitalisation parce qu'on m'a hospitalisée pour boulimie aussi. Sachant qu'en fait, j'étais pas boulimique, je mangeais juste pour camoufler mes émotions. Du coup, j'ai été mise à une table avec des personnes qui étaient anorexiques, qui était boulimique, et en fait j'étais séparée. Moi je mangeais tout ce que j'avais, limite je me souviens il y avait des anorexiques qui des fois me passaient leur bouffe et tout, c'était horrible tellement j'étais dans une obsession de la bouffe en permanence. Et en fait on m'a mal diagnostiqué, on m'a mis donc pour dépression, tentative de suicide et boulimie. Donc j'étais en fait il y avait la table de tous les gens hospitalisés qui avaient des dépressions et qui n'avaient pas de troubles alimentaires, puis il y avait une table où on était 5 et on mangeait avec une diététicienne qui te regardait comme ça. Donc c'était très dur. J'ai pas supporté cette hospitalisation. Je suis restée 3 semaines au lieu de 2 mois comme on l'avait dit. J'ai menti au médecin, j'ai dit que j'allais mieux, etc. Suite à ça, je me suis fait opérer. Moi qui pensais que ça allait être la baguette magique. Et en fait, à partir de je pense, pour chronologiquement, c'était ma seconde s'est super bien passée. J'avais perdu un peu de poids, j'avais des bonnes notes, etc. Et puis je rentre en première. Premier mois, ça se passe moyennement bien. Je commence à être faible psychologiquement. Et là, grosse rechute. Scarification, tentative de suicide, ça repart de plus belle. Et là, je me suis fait hospitaliser de ma première jusqu'à, en fait, pendant 3 ans. De ma première à ma deuxième première, parce que j'ai redoublé la première, du coup. Et en fait, j'ai eu une année où j'ai pas du tout été à l'école, donc pendant 3 ans, hospitalisation sur hospitalisation. Et je rentrais, et je retournais à l'école 2 jours, et je rentrais à l'hôpital. Et ça n'a pas arrêté pendant 3 ans. Et c'est lors de ma dernière hospitalisation que vraiment j'ai été guérie, quoi. En fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, où j'ai eu le déclic, moi. En fait, j'ai eu un déclic et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, là, faut que tu te soignes, tu vas aller mieux, ça va aller. Ouais. Et on voit beaucoup dans les films des plutôt psychiatriques, c'est pour les fous, Shutter Island, enfin voilà, il y a beaucoup de tabous aussi autour de ça. Toi, c'était quoi ton quotidien ? Ouais, alors c'était, donc déjà je tiens à dire que moi j'étais très fan d'American Horror Story et qu'il y avait la saison Asylum, donc moi c'était une période sombre dans ma vie, donc je regardais grave ça. Et moi dans ma tête c'était ça, quoi, c'était vraiment un asile, enfin je voyais ça comme ça. Et alors qu'en fait pas du tout. Alors je tiens à préciser que chacun a une expérience différente. Moi, j'ai échangé avec des gens qui ont eu des très mauvaises expériences en hôpitaux. Moi, j'ai eu des bonnes expériences, j'en ai eu des moins bonnes, mais globalement, j'ai pas de traumatisme lié à ça, mais je connais des gens qui en ont. Donc, c'est important de préciser que c'est que mon expérience et mon expérience à moi, et que ça dépend de chacun. Alors, vraiment, c'est pas du tout comme dans les films. C'est très caricaturé. C'est très caricaturé. Alors, il y a un truc qui est vrai, c'est que la France manque de moyens pour ça. Ça, c'est sûr et c'est évident. Mais il y a quand même des structures aujourd'hui qui existent et il y en a plein qui sont pas au courant, mais il y a plein de structures qui existent, mais dans les hôpitaux publics, etc. Pas forcément Sainte-Anne comme on connaît. Mais en fait, mon quotidien, c'était, tu te réveilles le matin, tu vas prendre ton traitement, tu vas au petit déjeuner, il y a des activités genre art-thérapie, lecture, théâtre, danse. Il y avait vraiment pas mal d'activités, en tout cas là où j'étais. Enfin, je vous parle de celle où j'ai été le plus de fois. Parce qu'il y a un hôpital où j'ai été le plus de fois. Mais il y en a un autre où il n'y avait pas du tout de suivi, où c'était, j'en reviendrai après. Et en fait, le midi, tu mangeais avec tout le monde. Après, l'après-midi, tu avais des groupes de parole. Je trouvais ça intéressant. Avec des images. Ils te montraient des images. Tu disais à quoi l'image pouvait te faire penser. On donnait un mot. Enfin, vraiment, des groupes de parole. Vraiment, ça, c'était pour le coup un peu comme on voyait dans les films. Ouais. Mais bienveillant. Hyper bienveillant. Et t'avais tous les jours rendez-vous avec avec ton psychiatre ou ta psychiatre. T'avais 3 rendez-vous par semaine avec un psychologue. T'avais rendez-vous avec un psychomotricien.
Tu pouvais faire du sport, c'était recommandé de faire du sport. Il y avait de quoi faire du sport. Il y avait par exemple, je me souviens, on a le week-end quand on pouvait pas sortir le week-end parce qu'en fait, tu pouvais sortir le week-end qu'au bout de 3 semaines d'hospitalisation. T'avais le droit à une journée de sortie. Par exemple, les infirmiers nous emmenaient au Monoprix à côté. C'était notre sortie, c'était pump it up. On achetait des trucs genre dont on n'avait pas besoin, mais on achetait parce qu'on était trop content de sortir, quoi. Mais c'était très restreint. Par contre, il y avait pas de téléphone. Il y avait qu'une télé avec 6 chaînes. T'avais le droit, je crois que t'avais le droit de lire, il me semble. Et encore, je suis pas sûre. T'avais le droit d'écrire des lettres, t'avais le droit de recevoir des lettres, t'avais le droit à 2 appels par semaine par le téléphone de l'hôpital, t'avais le droit à 2 visites par semaine au bout d'une semaine cadrée, pas dans la chambre, dehors. Quoi d'autre? T'étais coupé du monde, quoi. Tu n'avais rien. Et en général, c'est qui venait te voir dans les 2 visites par semaine? Ma mère, toujours ma mère. Toujours ma mère. T'avais des amis qui venaient te voir? Ouais. Il y a pas t'as le droit à 4 visiteurs maximum par visite, mais par exemple, si de 14h à 15h, t'as 3 potes et qui partent et qu'après il y a 4 autres personnes qui viennent, tu peux, donc tu faisais des roulements. Okay. Donc ma mère, elle se démerdait tout le temps pour être dans le coup. Toujours, elle était là. Qui d'autre? Il y avait mes potes. Enfin, franchement, j'avais ma meilleure amie fidèle au poste depuis toujours, qui est toujours venue. Franchement, j'avais quand même mes cousins, cousines. Enfin, j'avais du monde. J'avais jamais de fois où il y avait personne qui venait. Ça, c'est sûr. Donc, ton père venait quand même? Ouais, bien sûr, mon père venait aussi. Bon, c'était compliqué à ce moment-là avec mon père parce que, comme je disais, il comprenait pas trop. Ouais. Donc, il venait, mais moi, je voulais pas trop qu'il vienne parce que j'étais trop faible et que j'avais peur de m'engueuler avec lui. Mais non, mon père venait, ma grand-mère venait, mon grand-père venait. Il y avait toute ma famille qui venait et ils étaient très, très là. Ils étaient très présents pour moi. Et puis, c'était une période quand même... ma dernière hospitalisation, j'en garde des très bons souvenirs parce que j'ai rencontré des gens géniaux avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai été dans un autre établissement où vraiment, pour le coup, t'es juste, en fait... j'ai l'impression qu'ils te disent que t'es hospitalisé juste pour te dire que t'es hospitalisé, quoi. Il y avait pas de suivi, il y avait juste un psychologue ou psychiatre qui venait te voir 1 fois par jour, qui te laissait dans ta chambre, qui t'abandonnait. Mes potes pouvaient venir jusqu'à 23h. Si je voulais commander des pizzas, je commandais des pizzas. Ouais, sauf que moi, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin qu'on m'encadre. C'était plus une maison de repos qu'un hôpital. Et j'ai été hospitalisée aussi une autre fois dans un hôpital où là, ça a été assez bref. Ça a été après ma grosse tentative de suicide. Et puis là, pour le coup, on sentait qu'il y avait un manque de moyens pour les gens qui étaient en souffrance psychique, quoi. Et que c'était pas, que limite, on n'était pas au bon endroit, tu vois. Donc bon, c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même un bon souvenir de ma dernière hospitalisation, surtout. Et tu réagissais comment, du coup, à chaque fois quand t'as quitté, du coup, l'hôpital en question? C'était quoi un peu ta forme de libération? Le fait de quitter, t'étais heureuse? C'était dur parce qu'en fait, c'était un peu une victoire. Puis après, je rechutais. Et en fait, moi, c'était une période de ma vie où j'étais addict au cannabis. Et j'arrivais à en fumer dans l'enceinte de l'hôpital. Je trouvais un moyen on se démerdait. J'étais pas la seule dans ce cas-là. On trouvait toujours des moyens pour le faire, même si on échangeait. C'est terrible ce que je veux dire, mais en fait, ils nous faisaient des tests toutes les semaines pour vérifier si on n'avait pas fait pipi on n'avait pas fumé, et ils nous faisaient faire pipi dans un verre, on s'échangeait les gobelets avec les gens qui fumaient pas. Enfin, c'était un trafic vraiment de gobelets, de piches, c'était super. Mais donc du coup, moi je fumais beaucoup pour me libérer, et en fait même quand j'allais mieux, je fumais. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'allais pas mieux, c'est que je m'enfermais dans cette fumette, quoi. Mais le truc qui était dur, c'est qu'en fait, c'était une petite victoire à chaque fois. Et puis à chaque fois, je rechutais, et ça, c'était très dur à gérer. Parce que c'était un peu comme si t'appelles au loup, en fait. Tu disais super, j'ai réussi, et tout le monde disait super, et après tu disais en fait non, j'ai pas réussi, et du coup, au bout d'un moment, les gens ils vont plus te croire, quoi. C'est un peu triste, mais c'est un peu ça. Mais je l'ai senti, en fait. Vraiment, j'ai senti une différence à ma dernière hospitalisation. C'était vraiment pas pareil. Et qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Mes amis, bizarrement, en fait, ce qui m'a aidé vraiment, c'est que j'avais 18 ans, j'étais majeure, et mes copains commençaient à choisir leurs études. Donc ma meilleure amie, elle voulait faire du droit, j'ai une autre copine qui voulait faire de la psycho, une autre qui voulait être médecin, donc les gens, ils commençaient vraiment à avoir quelque chose de concret, et moi, j'avais rien de concret, quoi. J'étais hospitalisée, j'ai pas eu mon bac, j'ai même pas eu mon brevet. Je l'ai pas eu mon brevet parce que j'étais hospitalisée au moment du brevet. J'avais réussi à passer en seconde sans le brevet parce que j'avais eu un certificat médical, etc. Mais je n'ai jamais eu de brevet, jamais eu de bac, en fait, jamais eu de truc. À part mon permis, aujourd'hui, je n'ai pas de diplôme, quoi. Et en fait, ils commençaient à prendre des décisions sur leur vie future. Et moi, je me suis dit, waouh, en fait, ma vie, elle est résumée à aller à l'hôpital et à ne pas prendre de décision. C'est quoi ma vie? Je me suis rendu compte que j'avais pas de vie, quoi. Et du coup, c'est là où j'étais vraiment, je me dis, maman, je pense que là, faut que je me fasse hospitaliser. Quelques jours avant, je faisais une grosse tentative de suicide qui m'a emmenée à l'hôpital et où j'étais dans le coma pendant quelques heures et tout. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai eu un déclic. C'est mes potes qui m'ont aidé. Ma famille aussi, mais c'était de voir les gens concrétiser leurs projets et qui me faisaient me rendre compte que
En fait, ils t'aidaient d'une manière un peu inconsciente, entre guillemets. Exactement. C'est le fait qu'ils avançaient et c'était pas quelque chose de concret, en mode on va t'emmener ici ou t'emmener Exactement. là. Ok. C'était vraiment dans le. C'était vraiment. Plus toi, même la projection à travers eux, Exactement. en mode, ok. Exactement. C'est ça. beau, en vrai, Ouais. c'est hyper stylé. Ouais. Et je leur suis vraiment reconnaissante aujourd'hui parce que eux, ils m'ont apporté beaucoup. Et moi, j'ai des potes aujourd'hui hyper proches. C'est pas forcément les mêmes. Il y a un socle qui est resté, mais c'est pas forcément les mêmes. Mais c'est vrai que moi, mes amis ont joué un rôle hyper important. Et très bizarrement, j'ai perdu beaucoup d'amis en allant mieux. C'est fou parce que, en général, on perd des amis en allant mal. Alors, j'en ai perdu en allant mal, forcément. Mais j'en ai perdu plus en allant mieux. Parce que quand j'ai commencé à aller mieux, soit ils se sont dit elle a plus besoin de moi, soit ils se sont dit en fait elle a une meilleure vie que moi, donc je vais pas rester avec elle. Je sais pas. Est-ce que c'est pas toi aussi qui a inconsciemment aussi fait le tri? Pas forcément. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question, honnêtement. Après, peut-être toi, inconsciemment, tu t'es aussi tellement recentré sur toi en mode ok, là c'est bon. Oui, peut-être. Puis je dirais que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu un copain, donc peut-être que ouais. Franchement, je sais pas. Après, tant mieux, ça t'a emmené à l'inviter aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que ça a un lien, tout ça, avec le fait, je sais que j'avais déjà vu sur tes posts, comme quoi t'avais phobie sociale un peu, etc. Ouais. T'en avais fait à peu près 10 ans, c'est ça? Ah ouais. Comment c'est intervenu ça? Comment c'est venu? Moi, je me souviens d'un épisode qui s'est passé quand j'étais dans le métro. Il y a une femme qui m'a insultée de grosse et qui a dit que les gros devraient avoir des sièges spéciaux dans le métro. Et ça m'avait traumatisée. Et je me suis dit, en fait, on me regarde, je me sentais regardée en permanence, je faisais une paranoïa complète. Je pensais qu'on me regardait, qu'on me jugeait, etc. On disait, la pauvre, elle est trop grosse et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais et le métro et tout. Et moi, je prenais le métro, et à chaque fois que je prenais le métro, je me sentais pas à l'aise, etc. Donc, j'ai commencé à développer une phobie, je faisais un peu de la psychose, quoi. J'étais parano complet. Je pensais qu'on me regardait, qu'on m'observait, je pensais qu'on me voulait du mal. Donc, j'ai arrêté de prendre le métro pendant très longtemps, et en fait, c'est que récemment que j'ai réussi à le prendre seule. Okay. Et phobie sociale, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hyper social, donc quand tu me vois en société, tu te dis c'est vraiment un comble parce que vraiment je suis quelqu'un d'hyper social. Mais c'est vrai que je me sens très rapidement mal à l'aise avec des gens que je ne connais pas. Aujourd'hui, je suis amenée à être dans des événements parce que c'est dû à mon métier. Quand t'es créateur de contenu, t'as des événements, etc. Forcément, t'as des fois où tu peux pas ramener, parce que en général, je demande toujours d'avoir quelqu'un avec moi. Il peut y en avoir un +1. Quand je ne peux pas en avoir, j'y vais. Et je suis j'ai du mal à. J'ai l'impression d'être bizarre, de pas être comme les autres. Enfin, on revient toujours au même problème. On a l'impression de pas être comme les autres, quoi. Donc c'est pas facile pour moi, mais je travaille dessus. Je suis quand même quelqu'un qui m'adapte facilement. J'arrive facilement à parler aux gens, mais c'est vrai que je peux me sentir très rapidement mal à l'aise. Tu surpasses un peu chaque jour, à chaque fois on fait une épreuve supplémentaire. Mais aujourd'hui, je prends le métro seul. Ça, c'est quand même un grand pas. C'est une belle victoire. Ouais, c'est une belle victoire. Mais ça me rappelle un peu comme, il y a énormément d'humoristes ou ce genre de choses, ou de gens qui font des one-man show ou autres, qui se disent toujours qu'ils ont été timides. Alors, c'est un autre asset, mais qui ont toujours dit que, ils étaient à la base hyper timides, alors que quand tu les vois sur scène. Ouais. Tu vois, moi, ma cousine est humoriste et c'était pas du tout la cousine avec laquelle j'ai changé le plus. Enfin, on était très proches, mais elle était pas du tout. Tu la voyais, tu disais, elle est timide, elle est mignonne comme elle est timide. Et maintenant, elle est sur scène, je suis là, waouh, quoi, c'est fou. Et en fait, il y en a plein qui sont comme ça. Tu te révèles le truc de ouf. C'est incroyable. Très souvent, c'est ça, on vient contrer quelque chose qui est notre nature. Par exemple, moi, comme je disais, moi, j'accompagne les gens à gagner du temps. C'est parce que de base, je suis un gros feignant. Mais je travaille énormément, mais c'est pour venir contrer ça. Parce que moi, j'adorerais être tranquille et je fais tout l'inverse, mais c'est parce que je viens de contrer ça. Et du coup, il y a un peu ça dans tous les aspects, tous les métiers qu'on a dans. C'est ouf. Franchement, c'est vrai qu'il y a un truc des fois parce que vraiment, moi, je suis quelqu'un d'hyper à l'aise. C'est-à-dire que je vais me faire des amis tout de suite. Mais quand il y a trop de monde et que tu sais pas par où commencer, je panique, quoi. Ouais, je comprends. Si on est 6-7 et que je dois faire la conversation, je vais réussir. S'il y a 40 personnes et que je sais pas par où aller, c'est un peu compliqué. Quoi. Est-ce que tu te sens à l'aise là? Là, je suis tranquille. Là, franchement, on est au top. Incroyable. Et est-ce que tout ça, donc on a parlé pas mal de ce que tu as vécu. Est-ce que tu disais que tu avais un petit côté hypersensible aussi? Je suis hypersensible, ouais. On va parler de ça. On va faire un petit jeu justement sur ça. Allez. On va faire un petit vrai-faux sur ton hypersensibilité. Est-ce que tu es prête? I'm ready, toujours. Être hypersensible, c'est une faiblesse. Non. Attends, ça peut l'être à certains moments, mais moi je vois plus maintenant je vois ça comme une force. Je pense que quand tu es victime de ton hypersensibilité, tu vois ça comme une faiblesse. Ok. Les hypersensibles pleurent tout le temps. Non, mais moi je chiale beaucoup. Mais non, mais c'est pas vrai. N'est-on hypersensible? Oui.
Tous les hypersensibles sont introvertis. Ah bah, faux. Les hypersensibles, c'est à la mode en ce moment. Non, on en parle. Donc les gens pensent que c'est à la mode, mais c'est pas à la mode. Les hypersensibles sont souvent créatifs. C'est vrai. Les bruits, les lumières et les odeurs peuvent vite devenir insupportables. Ça dépend de qui, mais ouais. Et dernière, il est impossible d'apprendre à gérer son hypersensibilité. Faux. Ok, comment toi, justement, t'apprends à gérer ça? Bah, j'ai appris à le gérer. En fait, c'est fou, mais j'ai fait une émission, donc il y a 5 ans. J'ai fait Ça commence aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Et cette émission m'a ouvert les yeux énormément. Elle m'a fait comprendre plein de choses sur mon hypersensibilité parce qu'il y avait un témoignage avec d'autres personnes, etc. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai réussi à gérer mon hypersensibilité. Je le gère pas hyper bien, honnêtement. Je me laisse facilement emporter par les émotions. Je suis très très émotive. Je monte pour un rien. Bref, c'est très compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis que c'est une chance d'être hypersensible parce que, par exemple, je suis hyper enjouée de tout. Enfin, ça en devient presque ridicule, mais enfin, moi, mes copines, par exemple, je fais un événement bientôt et mes copines m'ont dit qu'elles venaient. Mais waouh, mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. Alors que limite, c'est genre pas normal, mais c'est quand même sympa. C'est sympa de leur part de me soutenir. Mais en fait, tout est waouh et tout est triste. Quand il y a quelque chose qui se passe, mais qui n'est pas forcément grave, je vais en faire un drame. Et quand quelque chose se passe et qui est super, bah, c'est exceptionnel en fait. Okay. Mes émotions c'est choquant. Enfin, c'est démultiplié vraiment. Mais c'est vraiment démultiplié. Moi, c'est vraiment genre là, je vais sortir, je vais dire waouh, c'était exceptionnel. C'est génial, j'adore ce moment avec vous. Mais dans ma tête, ça va être fois 1000 quoi. Ouais. C'est ouf. Mais c'est trop bien parce que ça me permet de ressentir plein de choses. Ce qui est moins fun, c'est quand c'est dans des émotions négatives. Bah ouais, ce que j'allais te poser comme question. C'est pas facile. Quand c'est négatif, ça va être du coup davantage plus dur de trop le derrière. Ouais, je dois gérer ça, plus mon anxiété, plus mon TDAH. Franchement, ça fait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses sur les épaules, mais aujourd'hui, je suis encore suivie. J'ai mon psychiatre, j'ai ma psychologue. J'ai pas honte de dire que je prends aussi un médicament qui m'aide beaucoup, donc j'ai les clés pour aller bien, quoi. Et je suis bien entourée. Tant que ton suivi médicamenteux est bon pour toi, c'est quand même le principal. Exactement. Parce qu'il y a tellement de traitements aujourd'hui qui sont très critiqués. Bah, on en parlait, même que sur la Ritaline, c'est extrêmement critiqué. Et alors que finalement, il faut juste qu'il soit adapté à la bonne personne. Exactement. Et après, bien sûr, ne pas en prendre à foison, comme si c'était une drogue derrière. Tu vois. Non, c'est sûr. Du principe où ton suivi est bon et qu'il est bon pour toi, il y a personne d'autre à part ton professionnel de santé qui a dit quelque chose. Exactement. En fait, c'est important de se sentir bien avec la personne qui nous suit. C'est très important. Ouais, vraiment. Et trop bien. Et du coup, ton hypersensibilité aujourd'hui, est-ce que c'est plus un avantage, entre guillemets, dans tes projets ou pas forcément, du coup, pour avancer dans tes projets? En fait, moi, je suis quelqu'un qui, en plus de mon hypersensibilité, m'attache très vite. Je pense que c'est lié. C'est-à-dire que je vais vraiment m'attacher vite à des personnes, et même professionnellement parlant. Et je sais que d'autres personnes me voient juste comme quelqu'un de pro, et des fois, c'est dur pour ça. Mais je trouve pas que ce soit un désavantage. Je trouve que neutre. Je vais être la Suisse pour cette réponse. Non, je pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre, en fait. Je pense que c'est... Ouais, j'ai pas trop de réponse à ça. Ok. Et autre question aussi, où en fait, on parlait d'apprendre à gérer son hypersensibilité, aussi comme quoi tu n'avais pas confiance en toi quand tu étais plus jeune. Ouais. Aujourd'hui, tu as plus confiance en toi. Comment on fait pour apprendre à s'aimer et à gagner confiance en toi avec tout ce qu'on a vécu? Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je sais que mon suivi psy, j'y reviens encore, mais ça a vraiment aidé énormément parce que j'ai appris plein de choses sur moi. Et encore aujourd'hui, j'ai 26 ans et je règle des choses qui me sont arrivées quand j'en avais 13, 14 ans, que je pensais avoir réglées, mais qui sont encore enfouies au fond de moi. Donc déjà, je pense que mettre des mots sur tes mots et mettre des mots sur ce que tu ressens, ça aide énormément. Je pense que l'entourage joue énormément, que si t'es avec un entourage qui te félicite dès qu'il y a un événement cool, qui est là pour toi, qui t'encourage, etc., ça va beaucoup aider, en fait. Moi, je sais que l'entourage joue énormément. Après, en termes de perso, je pense que ce qui aide aussi, ça va être ce que tu... Enfin, en fait, moi, à partir du moment où j'ai trouvé le pourquoi de ma vie, de mon sens à ma vie, c'est-à-dire pouvoir aider les autres, pouvoir faire du bien, pouvoir partager mon histoire pour potentiellement que d'autres personnes, ça ne se reproduise pas pour d'autres personnes, c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai pris confiance en moi, en fait. C'est à partir du moment où je savais où j'allais. Et quand j'ai su où j'allais, j'ai compris que, en fait, rien ne pouvait m'atteindre. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, je prenais confiance en moi. Et tu vas où? Je vais dans une direction qui me plaît, c'est-à-dire dans la direction dans la libération de la parole, le lever des tabous de la santé mentale. Je fonce, en fait. Je baisse pas la tête et j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de projets en tête et ça déborde de tous les côtés et tant mieux, quoi.
de la résilience à l'ouverture de parole. Exactement. Exactement. Tellement bien. Et est-ce que aujourd'hui tu as peur, entre guillemets, de rechuter, ou tu t'es vraiment dans ta ligne, ou en mode tu te dis c'est bon, là c'est straight? Moi je suis toujours là, je suis en mode straight, mais il y a quand même cette petite peur de rechuter. Elle m'angoisse pas, elle me fait pas paniquer, mais c'est terrible ce que je vais dire, mais en fait j'ai très peur de refaire face au décès de quelqu'un proche, et je ne sais pas comment moi je vais réagir à ça, parce que j'ai été tellement choquée par le décès de ma grand-mère que j'ai très peur de ça. C'est le seul truc qui peut me faire potentiellement rechuter, et encore je pense que je rechuterai jamais comme j'ai chuté bas. J'étais tellement bas à un moment de ma vie, aujourd'hui j'ai tellement un bon entourage, je suis tellement bien entourée, ma vie a pris tout un autre tournant que je pense que j'arriverai à gérer les choses différemment. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite peur, mais c'est pas une peur qui me terrorise, quoi. J'arrive à avancer. Et dans ton suivi justement psy, etc., tu parles un peu justement des questions de deuil, etc. Bien sûr, on en parle beaucoup, mais moi je suis quelqu'un qui est très angoissé. Par exemple, je me réveille en pleine nuit en me disant si je perds ma mère, je panique beaucoup en fait, je suis très angoissée. Surtout en ce moment, bizarrement. Ça arrive comme ça d'un coup. Ben ouais, mais c'est comme quand on est petit et qu'on apprend que les parents peuvent mourir, tu te réveilles des fois la nuit en pleurant, limite, j'ai l'impression de réavoir 12 ans, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais ouais, des fois, je suis un peu en panique. En ce moment, j'ai la question qui me, parce que forcément, j'adore mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, mais je vois que, ils vieillissent, etc., que moi, je commence à avoir ma vie. Enfin, on comprend que certaines choses, donc forcément, c'est pas très facile, mais ouais, je suis pas négative, mais je me pose la question et ça me fait peur. Mais, j'en parle en thérapie, donc ça aide beaucoup. Pour prendre conscience de ça, de la mort, tous ces sujets, il y a quelque chose qui existe où en fait c'est un tableau avec plein de petits points. Ouais. Un point, ça représente, je crois que c'est une semaine de notre vie ou un mois de notre vie. Et en fait, on coche à chaque fois, mois par mois, dès qu'on a passé un mois de vie. Et en fait, on se rend compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Et on se dit, ok, là par exemple, il me reste, donc j'ai 30 ans, je peux potentiellement décéder à 80 ans. Entre ces 50 ans, je vais peut-être revoir mes grands-parents que 3 fois, que 4 fois. Okay. Je vais peut-être revoir mes parents que 50 fois s'ils habitent pas près de chez moi. Et en fait, on se rend compte de l'importance de donner de l'importance à. Ok, on va, par exemple, moi je sais que mes parents ils sont à Bordeaux, moi j'habite à Paris. Je les vois pas très souvent. Et donc le moment où je suis avec eux, je me rends compte de la chance que j'ai d'être avec eux, parce que le temps il est pas illimité. Surtout que mon père a eu des petits soucis récemment où c'était très compliqué. Et je m'en suis encore plus rendu compte, et c'est là où je me suis dit ok, faut faire cet exercice. C'est quand tu te rends compte qu'ils sont un peu vulnérables, entre guillemets, enfin vulnérables c'est pas le terme, mais qu'ils sont pas invincibles, que tu te rends compte de l'importance qu'ils ont. On te le dit, mais c'est quand ça arrive que t'as ce déclic. Exactement. C'est vrai que c'est un bel exercice, ça, en vrai. Peut-être trouble anxieux généralisé, on va rentrer ça. Deux fois. Mais tu peux le faire avec tout. Je parle du décès, mais ça peut être le nombre de vacances que tu vas avoir, le nombre de tu fais tant de restos par semaine, tu vas faire tant de restos jusqu'à la fin de ta tu peux faire avec absolument tout dans ta vie, mais c'est juste pour donner du sens, donner de l'importance au moment présent, au moment que tu. C'est intéressant. Très très intéressant. J'y penserai. Ça c'est un bel exercice. Un bel exercice, ouais. Et pas mal. Aujourd'hui, toi, Kim, est-ce que tu as encore un peu des complexes par rapport à ton corps ou ce genre de choses, ou vraiment typiquement la création de contenu aussi t'aide à aller de l'avant? Et même moi je suis tes contenus très souvent, etc. et tout, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté forcément body positiviste, et moi-même étant pas très à l'aise avec mon corps, je sais que tu véhicules des bons messages, en tout cas par exemple typiquement si moi ça m'impacte, je sais que ça impacte certains de mes potes. Comment est-ce que toi aussi, en publiant ce genre de vidéos, etc., ça t'aide même toi personnellement? En fait, c'est drôle, mais j'ai grave confiance en moi. Genre, vraiment, j'ai plus de complexes physiques, mis à part des complexes nuls. Genre mes mollets qui me complexent. Genre, c'est vraiment des complexes un peu nuls, quoi. Je sais pas, je me souviens. En fait, moi, après ma perte de poids, j'ai été me faire opérer pour enlever la peau. Parce que la peau pose problème après la perte de poids. Donc, j'ai fait enlever la peau et je me souviens avoir pris rendez-vous avec mon médecin, avec mon chirurgien, en lui disant, aujourd'hui, maintenant, ma prochaine opération que je veux, c'est faire retirer les mollets parce que j'ai des gros mollets. Il m'a regardé, il a rigolé, il m'a dit mais on n'enlève pas les mollets comme ça se fait pas, genre. Et en fait, je sais que ça c'est un complexe un peu nul que j'ai, qui me complexe, mais qui m'empêche pas de dormir la nuit du tout. Juste c'est chiant parce que j'arrive pas à trouver des bottes qui font ma taille de mollet et c'est relou. Mais en termes de complexe, franchement, je pense que je suis non, j'ai pas de complexe. Il y a des jours où je vais me sentir moins bien, où je vais me sentir grosse dans une tenue ou pas à l'aise, mais ça arrive à tout le monde et il faut relativiser. Mais je pense que les complexes, je les ai plus
j'ai des complexes, pas physiques, mais j'ai un peu des complexes de personnalité parfois. Ok. Bah, ça revient un peu avec. Comportemental ou ce genre de choses. Ouais, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la phobie sociale, le fait d'être mal à l'aise, d'être gêné et tout. Je comprends. Mais j'ai pas de. Physiquement, j'ai. Ouais, franchement, ça va. Je me suis quand même abonné de pas mal de mes complexes, mais il y a toujours des jours où ça va moins bien. Mais je pense qu'on a tous des complexes. On a tous des petits trucs qui nous gênent. Genre, comme typiquement, moi, mes mollets. Mais. Et mes gros doigts, peut-être. Ah ouais. Ouais, mais c'est vraiment des trucs. Enfin, si je cherche, je trouve, mais voilà, quoi. Ça me saute pas aux yeux et ça m'empêche pas de dormir la nuit. Et est-ce que tu peux nous donner ta propre définition du body positivisme? Alors, le body positivisme, c'est d'aimer son corps sous toutes ses formes, peu importe la taille, peu importe le poids, peu importe tout, en fait. C'est juste aimer son corps. C'est aimer son corps profondément et au-delà de tout, au-delà de l'apparence, quoi. Et que si jamais tu as des blocages, entre guillemets, par rapport à ton corps, faire en sorte justement de l'accepter, mais d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, je me souviens plus qui l'avait dit, mais j'étais tombé sur... en fait, le positivisme, moi, justement, j'adore ce terme dans le fait d'accepter plus son corps, etc. Mais après, il y a des personnes qui, par exemple, sont en sous-poids, Bien en sûr. surpoids. Mais il y a le côté, bien évidemment, acceptation de son corps qui est très important. Mais à des moments, en fait, il n'y a pas le choix de reprendre du poids ou perdre Bien du sûr. poids Alors là où par rapport à la santé en tant que telle. entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je suis pas fan du terme accepter, parce que je trouve Ok. que quand on accepte quelque chose, c'est quand moi, par exemple, je te donne un exemple. Si demain t'es en couple avec quelqu'un et que tu dis, elle me maltraite, tu t'acceptes, mais c'est pas quelque chose. Tu le fais un peu malgré toi. Donc Ouais. pour moi, accepter, c'est vraiment faire quelque chose malgré toi. C'est pour ça que moi, je donne jamais le terme accepter, mais je dis plutôt le terme aimer, parce que certes, on peut être en surpoids ou en sous-poids, mais quand même s'aimer dans son entièreté, sans pour autant négliger son corps et se rendre compte qu'il faut aussi soit perdre du poids pour ta santé ou prendre du poids pour ta santé. C'est hyper important. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait que j'ai été obèse, je sais ce que c'est, donc il faut aussi faire attention à son corps et à sa santé, sans pour autant tomber dans les extrêmes. Et toujours se faire suivre quand tu souhaites prendre du poids ou perdre du poids. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. En tout cas, moi, j'en ai subi les conséquences, quoi. Je pense que le mot accepter, il est puissant, il faut l'utiliser pour des choses qu'on ne peut pas changer. Exactement. Par exemple, j'accepte qu'un jour je mourrai. C'est exact, voilà. C'est exact. J'accepte, T'as voilà. mis la définition. Ou j'accepte, je te donne un exemple, que j'ai les yeux marrons. C'est des trucs Ouais, finalement ça, tu peux qu'en pas fait. le changer. C'est comme, il y a aussi la règle. Je vais mettre des lentilles. Non mais il y a une règle aussi que j'aime bien, c'est que il y a une règle qui me plaît que j'avais entendue, il faut que je me souvienne, c'est ne dis pas à quelqu'un comment dire. Aux autres, ce qu'on ne peut pas. Non, c'est ne fais pas remarquer à quelqu'un quelque chose qui ne peut pas changer. Oui. Un truc comme Ouais. ça. En C'est 30 30 oui, secondes. j'ai- C'est-à-dire, ouais. t'as du rouge à lèvres sur le côté, Ouais, tu c'est peux ça. changer. Mais c'est pour dire à la personne, t'es gros, t'es moche, T'as un t'es truc, bouton. t'as un bouton. Ouais. Enfin, Ouais. ça sert à rien de faire C'est des inutile. réflexions Ça physiques sert à alors que rien. la personne, elle peut pas changer. C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que t'as dit. Pour moi, accepter, c'est vraiment quelque chose, c'est malgré toi, tu sais que ça arrivera quoi qu'il arrive. Ou tu sais que tu dois l'accepter, que t'as pas le choix. Alors que aimer, c'est vraiment t'aimes ton corps, tu vois, Ouais. profondément. Donc c'est vraiment une petite différence minus, mais bon, c'est quand même C'est intéressant important de le savoir. de le dire. Trop bien. Et j'ai une petite question. Est-ce que, selon toi, tout le monde devrait aller voir un ou une psy? Ah ouais, mais moi je suis convaincue. Mais moi je suis convaincue. Moi, pour moi, la psy et le psy, c'est comme un médecin généraliste. On est T'es obligé d'en avoir un en France. Tu Ouais. devrais obligé d'en avoir un. Voilà, je pense. Après, il y a beaucoup de gens qui sont contre la question en disant ouais, mais il y a des gens qui réagissent différemment et tout. Je suis d'accord, mais on est tous amenés à vivre des moments compliqués dans notre vie. Et je pense qu'avoir quelqu'un qui nous soutient psychologiquement, c'est intéressant. On est d'accord là-dessus. Il faut dire aussi que un psy qui est bon pour quelqu'un ne sera pas forcément aussi Exactement. une autre, Moi, je sais que j'ai recommandé ma psychologue à plusieurs copines. Il y en a avec qui ça a bien matché, d'autres avec qui ça n'a pas matché. Moi, ça matche hyper bien. C'est vraiment... ça dépend de chacun, en fait. Ouais, ça reste un humain, donc ça Ouais. dépend. Faut que ça faut pas en matche. faire une généralité. quoi. Exactement. C'est comme d'ailleurs en fait un médecin traitant. Exactement. Des fois, on tombe sur des médecins qui ne conviennent pas du tout. Exactement, c'est qui nous font exactement des ça. tests qui n'ont rien à voir. Exactement. En fait, c'est juste pas le bon. Ouais. Donc, ok, non, trop bien, hyper intéressant. Toi, tu l'as trouvé directement? Non. C'est aussi non. Ah non. Franchement, non. Déjà, moi, j'ai mis longtemps à faire une thérapie. Je vois mon psychiatre, j'ai le même depuis que j'ai 12 ans, mais on a mis du temps à trouver le bon. Ma mère et moi, on a galéré. C'est surtout ma mère qui a galéré, parce que moi, à l'époque, je faisais pas les recherches. Ma mère, elle a galéré de ouf à trouver un bon psychiatre. On a trouvé après plusieurs échanges, c'est toujours le mien aujourd'hui. J'ai essayé de voir 2 autres psychiatres en me disant, bon, c'est un pédopsychiatre, peut-être qu'il faut que je change. Ça a pas matché du tout, du coup, je suis retournée le voir. Et j'ai fait une thérapie avec une psychologue très tardivement. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de thérapie depuis toutes ces années où j'ai été traumatisée de tout ce qui m'est arrivé. J'avais fait des petites thérapies dans le cadre de l'hospitalisation, mais c'était pas des grosses thérapies, quoi. Des fois, les thérapies, ça peut durer 2, 3, 4 ans. Ça fait 2 ans que j'en fais une, ça a toujours pas fini. Et en fait, ma psychologue que je vois aujourd'hui, je l'ai vue après avoir essayé de voir plusieurs personnes avec qui je n'avais jamais matché. J'avais même abandonné à un moment.
Et ça fait 2 ans que je l'ai vu, que j'ai commencé à l'avoir, alors que ça fait quand même beaucoup plus longtemps que je suis guérie. Mais tardivement, j'ai commencé une thérapie. Et comment tu l'as trouvé? En fait, j'ai une copine à moi qui venait à la maison et je me dis, mais comment, en fait, une copine à moi que j'ai rencontrée à l'hôpital. En fait, qui est aujourd'hui encore mon amie, qui est une de mes très, très bonnes copines. Je sais pas, elle a eu des petits soucis en sortant de l'hôpital et je voyais qu'elle allait de mieux en mieux. Je dis, mais c'est quoi ton secret? Elle me dit, écoute, j'ai une psy, elle est exceptionnelle, faut que tu ailles la voir. Bon, je suis pas sûre que ça matche. À la seconde où j'ai eu la psy au téléphone, j'ai compris que ça allait matcher. À sa voix, à son intonation, etc. Et du coup, c'est la même psy que ma copine. Et ça se passe hyper bien. Je suis très contente. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe aussi. La trouvaille de psy, c'est bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais. Un peu comme tout, Ok. même dans la vie de tous les jours. Ouais, un peu, c'est vrai. C'est vrai, vrai, la confiance de l'un par rapport à l'autre, et que du coup, Exactement. forcément, tu fais la petite passe D et tout. Non, c'est sûr. Ouais. Trop bien. Et t'es passé par beaucoup de choses. Toi, donc on t'a dit, on t'a accompagné, il y avait des gens qui étaient là pour toi. Toi, c'est quoi un peu les meilleures pratiques pour accompagner quelqu'un qui souffre? L'écouter, ne pas le juger, lui proposer des choses. Je sais pas, boire un chocolat chaud en terrasse. Bon, non, là, du coup, il fait beau, donc boire une grenadine en terrasse, c'est peut-être un petit truc qui va te prendre 2 heures dans la journée, mais qui va être beaucoup pour la personne qui souffre, en fait. Le fait de se sentir... et aussi, faire sentir que la personne est utile, entre guillemets. Moi, je sais que quand j'allais mal, et après, c'est personnel, mais je sais que quand j'allais mal et qu'on me disait, par exemple, tu préfères quelle tenue, celle-là ou celle-là, et que je donnais mon avis et qu'elle prenait la tenue que j'avais choisie, bah, je me sentais utile, quoi. C'était quelque chose, en fait, se sentir utile, parce que quand on se sent très souvent inutile quand on va mal. Très souvent. Donc, faire sentir utile la personne, l'écouter, ne pas la juger, ne pas la forcer à faire des choses qu'elle veut pas faire, comme par exemple, si jamais elle veut pas aller boire ce verre de grenadine, ne pas la forcer à le faire. La conseiller d'aller voir quelqu'un, l'encourager, l'emmener vers d'autres personnes, etc. Il y a des lignes d'écoute qui existent aussi pour les personnes qui souffrent. Là, j'ai pas en tête, mais ça peut être intéressant. Pour les familles et les proches des gens qui souffrent, il y a des lignes d'écoute, donc ça peut être bien, au cas où. Mais vraiment, moi, les 3 points que j'ai énumérés, je pense que c'est les plus importants. Ouais, bah, trop bien, Ouais. incroyable. Bah, pour conclure, je pense, cet épisode, on aimerait bien te poser une dernière petite question, qui est, si tu pouvais parler à la petite Kim de l'époque, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Alors, je lui dirais que ça ira mieux, qu'il faut s'accrocher, que rien n'est terminé et que la vie lui réserve plein de belles choses et qu'elle arrivera enfin à s'aimer comme elle est et qu'elle se rendra compte que la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Incroyable. C'est beau. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant? On peut me souhaiter de réussir mes projets et de continuer à être heureuse et de profiter de la vie pleinement, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de profiter de la vie, quoi. Incroyable. Bah, merci beaucoup. En Bah, tout cas, merci ça à nous a vous. fait trop plaisir de D'accord. t'avoir. Bah, moi aussi, vraiment. Et, vraiment, t'es rayonnante. Enfin, Bah, ça fait merci vraiment trop beaucoup. plaisir. Et bah, trop bel épisode. Vraiment, c'était trop cool. Avec ma voix complètement cassée. Ça va, c'est bien passé. Je sentais qu'elle déraillait à des moments quand même. Ça va dérailler. Mais ça va, t'as tenu le fil quand même. Ouais, j'ai tenu le coup. Donc, merci beaucoup. en tout cas, Merci à Kim. vous de m'avoir reçu, c'était très cool, très bel échange et j'ai hâte d'écouter l'épisode. Let's J'espère go. que ça vous a plu. Ça va être incroyable. Merci Kim. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Et ça, on vous le partagera dans Sous les apparences. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.